Dans cette vidéo, nous allons parler de la politique budgétaire. Nos vidéos été réalisées avant, nous avons parlé de la politique monétaire. Nous avons que c'est lorsque le gouvernement utilise la banque centrale comme bras pour capable de faire intervention au niveau de la masse monétaire en circulation. La politique budgétaire, c'est lorsque le gouvernement utilise le budget comme instrument pour capable atteindre les conditions macroéconomiques. Les conditions macroéconomiques, c'est le plein emploi, la croissance économique soutenue et prolongée et la stabilité des prix. Alors, le budget de l'État se compose de deux parties, qui sont les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires. Les recettes représentent les impôts reçus par le gouvernement. Se compose généralement de 5 axes. Les impôts sur le revenu des particuliers, les impôts sur le revenu des sociétés, les cotisations au régime d'assurance emploi, les impôts indirects et revenus des placements. Donc, lorsque nous parlons des impôts sur le revenu des particuliers, nous avons impôts sur le revenu de chaque employé, chaque individu qui gagne un salaire quelconque, qui gagne un emploi. Impôts sur le revenu des sociétés, on voit les impôts payés sur le revenu des sociétés anonymes, assurance, cotisation, assurance, emploi, pour assurance. On voit que cotisation, l'État joint par rapport avec assurance, mon fait emploi. L'impôt indirect, c'est un impôt que l'État paie sur des contribuables de manière indirecte. Par exemple, TCA, taxe sur les chiffres d'affaires, c'est un impôt indirect. Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, c'est un impôt indirect. Taxe sur essence, etc. Ça, ce sont des impôts indirects. C'est une source de recettes de l'État. Revenu sur placement, c'est ça l'État jeune par rapport avec placement li fait capital li dans l'autre institution financière. Maintenant, allons voir les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État se divisent en 3 catégories. Les paiements, transferts de l'État. Lorsque nous parlons de paiements, transferts, nous voyons qu'il ensemble des transferts l'État fait pour sous chômage par exemple, sur question pension, etc., il bail à un individu qui va avoir un emploi pour le soutenir socialement. Les dépenses en biens et services. Les dépenses pour la production des biens et services de l'État. Ça, c'est une catégorie de dépenses qui représente une grande partie au niveau du budget. L'autre dépense encore au niveau du budget, ce sont les paiements d'intérêt. Les paiements d'intérêt, c'est ensemble d'intérêts l'État payé sur prêt les fait lui-même, soit sur le plan extérieur ou bien sur le plan intérieur par rapport avec l'autre institution financière qui permettent que l'État joigne comme la fonctionner. Il y a ce qu'on appelle le solde budgétaire qui représente la différence entre les entrées et les sorties. La différence entre les recettes et les dépenses. Le solde budgétaire de l'État peut se présenter de 3 manières. Le solde budgétaire de l'État peut avoir un surplus, il est capable de gagner un surplus. Nous parlons d'un surplus lorsque les recettes sont supérieures par rapport aux dépenses. Solde budgétaire de l'État capable de gagner un déficit, c'est lorsque les dépenses sont supérieures par rapport aux recettes. Et le solde budgétaire capable d'équilibrer, c'est lorsque les dépenses sont égales aux recettes. Donc, c'est-à-dire que nous jouons ensemble des prévisions qui étaient faites en fonction de ça qui pour rentrer à ça qui sorti, respecté. Les mesures de la politique budgétaire de l'État. Donc là, nous allons aborder 2 concepts qui sont la politique budgétaire autonome et la politique budgétaire discrétionnaire. Ça a représenté un ensemble de changements qui sont faits au niveau des budgets. Donc, le budget de l'État, c'est généralement, la loi de finances. C'est une loi. Donc, budget, généralement, il doit voter à travers les 2 chambres, dépendamment des régimes. Là. Le budget doit voter par les législateurs. C'est un outil qui permet que le gouvernement agisse, prendre un ensemble de décisions pour l'État. Lorsqu'on parle d'une politique budgétaire autonome, c'est une politique budgétaire qui fait en sorte qu'il y ait des changements qui sont faits de manière automatique au niveau de l'ensemble d'éléments qui sont dans le budget par rapport avec recettes et dépenses. Par exemple, une hausse automatique de la consommation au niveau du revenu national, ça est capable de provoquer, ça est capable de brûler une augmentation de budget. Donc, ça veut dire qu'au niveau du PIB, ça nous le revenu national là, Y, qui égale consommation plus investissement, plus dépenses de l'État, plus exportation et moins importation dans une économie ouverte. Ça, c'est l'équation de la demande pour une économie ouverte. C'est de manière automatique, il y a
une hausse au niveau de la consommation, ça va provoquer une hausse au niveau des recettes de l'État, d'inversement. Donc c'est ça, nous voulons une politique budgétaire autonome. Il y a ce qu'on appelle la politique budgétaire discrétionnaire. Une politique budgétaire discrétionnaire, c'est ça, nous sommes capables de dire que c'est tout changement qui est fait de manière légale au niveau du Parlement. Par exemple, c'est un vote qui fait en sorte que il y a un changement qui fait. Par exemple, le budget allait dans le Parlement et puis un vote fait en sorte que il a augmenté la part d'investissement, il a augmenté la part de dépenses, il a alloué autant de moyens disponibles pour l'agriculture, par exemple. Lorsque ça fait à travers une loi, nous dit que ça, c'est une politique budgétaire discrétionnaire. Maintenant, pour nous capables de comprendre la politique budgétaire discrétionnaire, nous avons considéré une économie qui est assujettie à deux types d'impôts pour nous capables de comprendre la politique budgétaire discrétionnaire. L'impôt induit et l'impôt autonome. L'impôt induit, c'est lorsqu'il varie avec le PIB. Tout changement nous fait au niveau du taux d'imposition, ça est capable de gagner un changement au niveau du PIB. Nous sommes capables de dire que c'est un impôt qui dépend du PIB. Maintenant, quand on parle de l'impôt autonome, c'est un impôt qui ne dépend pas du niveau du PIB. Donc, quel que soit le niveau du PIB, ça ne va pas augmenter ou bien diminuer, mais qui va avoir un impact sur le PIB. Qui ça, la politique budgétaire permet l'État de faire lui-même. Maintenant, l'État est capable de faire une intervention à travers la politique budgétaire pour deux raisons. Soit pour lui gommer contre le chômage, qui c'est un fléau, qui sont maladies pour toute économie, ou bien pour lui lutter contre l'inflation. Nous allons parler de deux politiques, qui c'est la politique budgétaire expansionniste et la politique budgétaire restrictive. La politique budgétaire expansionniste, ça, généralement, on parle d'une politique budgétaire de relance. Et la politique budgétaire récessionniste, généralement, on parle d'une politique budgétaire de rigueur. Qu'il est l'État capable d'utiliser une politique budgétaire? D'abord, qui ça une politique budgétaire expansionniste? Nous parlons d'une politique budgétaire expansionniste, c'est lorsque, à travers le budget, l'État augmente les dépenses. Donc, les dépenses du gouvernement augmentent. Donc, G augmente. Les dépenses du gouvernement augmentent à travers le budget et les impôts diminuent. Pourquoi une politique budgétaire expansionniste? Généralement, c'est pour lutter contre le chômage. OK? Pour l'État capable de faire en sorte qu'il est capable de création d'emplois. La politique budgétaire expansionniste gagne une augmentation des dépenses de l'État et une diminution d'impôts. La diminution d'impôts provoque une augmentation du pouvoir d'achat des ménages, une création d'emplois, parce que l'État mettait une somme cob au niveau de l'économie et il réduit la question impôt, la prend la caille contribuable. Ça va provoquer une augmentation de la demande agrégée, la demande globale. La demande globale va provoquer une augmentation de la consommation parce qu'il y a une création d'emplois. Puisque il y a une création d'emplois, les ménages vont gagner autant de revenus dans le ça permet que la consommation ménagère vienne augmenter. OK, demande pour un bien et service vienne augmenter et ils viennent gagner revenus dans le ça vient faire que non seulement la consommation augmente, il y a une augmentation aussi au niveau de l'activité économique. Donc l'objectif de cette politique, c'était pour gommer contre le chômage. Maintenant, ça va faire que l'État te mettait autant de copes pour être capable de relancer l'économie à travers une politique budgétaire expansionniste. En retour, par rapport avec l'augmentation de l'activité économique à travers le ménage, à travers la création de l'emploi, l'État va encaisser plus d'impôts. Donc, là, ça, nous retourner à l'équilibre. Parce que, comme l'État a injecté dans l'économie, par rapport avec la création d'emplois fait, l'État vient récupérer comme ça par rapport avec l'économie qui est beaucoup plus diversifiée, avec l'augmentation de la demande, l'augmentation de la consommation des ménages, et les ménages dépensent plus, l'État vient percevoir autant de taxes capables de gagner pour la caille ménage, quelle que soit la taxe sur le chiffre d'affaires, quel que soit l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'autre taxe capable de gagner, parce que depuis que la demande a augmenté, l'État vient tirer comme l'État mettre dehors. Et pour la politique budgétaire récessionniste. Donc, l'État appliqué une politique budgétaire récessionniste, c'est lorsque l'État constatait l'économie surchauffée. Qu'il est l'économie surchauffée, l'inflation, c'est un phénomène qui est capable de faire que l'économie surchauffe. Comment? À chaque fois que l'économie a fonctionné de manière normale, de manière très rapide, donc, taux de croissance plutôt, taux de croissance au niveau de l'économie, ça a provoqué une anomalie aussi au niveau de l'économie. C'est-à-dire, c'est l'équilibre qui est important. Moins de croissance provoque un problème parce qu'il n'y a pas autant d'emplois, de facteurs de production, il y a trop de chômage. Et trop de croissance provoque un autre problème qui c'est l'inflation. Hausse généralisée des prix.
puisque l'économie a tellement diversifié, tellement fonctionné, prix produit vient augmenter trop rapide. Il y a un moyen l'État a utilisé pour ralentir l'augmentation de prix produits économiques à travers la politique budgétaire. C'est la politique budgétaire restrictive. Généralement, on dit que c'est une politique de rigueur. Côté l'État ralentit, l'État prend des décisions pour capable ralentir l'activité économique. Comment ralentir l'activité économique? L'État diminue les dépenses qu'il a pour le faire et puis il augmente les impôts. Donc nous sommes capables de constater ça à travers la politique budgétaire restrictive ou politique de rigueur. Nous voyons que diminution des dépenses publiques parallèlement augmentation d'impôts. Donc toute augmentation d'impôts pour permettre qu'il y ait une baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat provoque une diminution de la demande. Et cette diminution de la demande provoque une diminution de la consommation. Et ça, par la suite, vient déboucher sur une baisse de l'activité économique. L'État fait en sorte que l'activité vient ralentir. Le niveau de pression qui est gagné sous prix par rapport avec demande là, il vient ralentir. Donc, nous gagnons un nouvel retour à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire, en gros, à travers la politique budgétaire, ces bras, l'État a utilisé généralement pour capable mettre en application, pour capable utiliser les recettes de manière à ce pour capable bien répartir ensemble des dépenses. Il utilise la politique budgétaire expansionniste pour capable de mettre contre le chômage et la politique budgétaire restrictive pour capable de réduire les phénomènes de l'inflation. Lorsqu'il y a trop d'inflation, lorsque l'économie surchauffe, l'État utilise la politique budgétaire récessionniste. Merci, à la prochaine.